Je crois qu'il est 18 h, heure française. Écoutez, bienvenue, chers collègues, pour ce dernier conseil municipal de ce premier semestre, avant les vacances estivales. Donc, bienvenue donc en ce 23 juin. Au sein de notre conseil, j'aperçois notre Benjamin qui est présent, donc elle va pouvoir procéder à l'appel. Madame Bordoal. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bertrand Ringot. Alain Merlin. Michel Kerkhoff-Lefranc, excusé de ne pouvoir à Madame Salah. Daniel Wilmot. Marilène Bossard. Christian Devos. Marie-Madeleine Dubois. Alain Bonneface. Laurie Verstrat. Raoul Defruy. Julien Veillère. Claude Wadou, excusé de ne pouvoir à Monsieur Bonneface. Jean-Pierre Herbez, excusé de ne pouvoir à Madame Deneville. Michel Canon. Claudine Barbier. José Bleuet. Bruno Marcil. Valérie Genevet, excusée de ne pouvoir à Madame Dubois. Emmanuel Perry. Lise Blancard, excusée de ne pouvoir à Madame Rio. Christelle Deneville. Laurent Notbar, excusé de ne pouvoir à Monsieur Wilmot. Nathalie Rio. Karine Van der Straten, excusée de ne pouvoir à Monsieur Devos. Annabelle Salah. Aurore Devos. Cédric Liagre. Présent. Julien Guérard. Maudou Foll. Présent. Léana Vandoile, présente. Maria Alvarez, excusée. Christelle Hénon, excusée. Angélique Favresse, excusée. Quorum étant atteint, nous pourrons délibérer valablement. Donc, quelques informations avant de rentrer dans notre ordre du jour. Je vais demander à la communication de bien vouloir projeter. Donc, aujourd'hui s'est déroulée une conférence de presse sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines. Je ne sais pas si on peut élargir, c'est possible, en plein écran. Donc, pour présenter et indiquer un petit peu le calendrier de réalisation de l'EPR à Gravelines. Nous rentrons dans la phase presque du débat public qui se déroulera en 2024. Et qui sera donc suivi du dépôt des demandes d'autorisation en 2025, puis donc des autorisations environnementales, et donc les premiers travaux sur le site actuellement des APF, pour être précis, en 2026. Des travaux de terrassement essentiellement, puis qui vont s'étaler de 2026 à 2031, travaux très importants, vous vous en doutez. 2026, 2031 et 2031, si tout va bien, donc le premier béton qui sera donc réalisé avec une échéance de mise en service à l'horizon 2038-2039. Voilà, donc vous avez la vue de cette perspective, de ce que sera cette implantation. Donc vous connaissez tous ce site des APF avec un nouveau canal d'amener qui sera réalisé, donc en provenance du secteur du Port-Ouest. Donc il y aura une arrivée d'eau à ce niveau-là. Et donc ils seront donc finalement perpendiculaires au site existant. Alors la spécificité géologique du site de Gravelines nécessite de prendre en compte les tassements différentiels. Pour y répondre, donc, un renforcement des sols très important sera nécessaire au droit de l'implantation des EPR2. Donc une dalle de répartition des charges est déjà présente sous les réacteurs existants sur ce site. Donc des forages, bien sûr, géotechniques à mener seront menés rapidement dans le cadre des études et d'importants travaux préparatoires du site en amont du premier béton. Donc on aura 5 années de travaux. Donc RTE a lancé, bien sûr, parallèlement la procédure de remplacement du poste de la Warrande. Certains d'entre vous sont au courant. Et puis, vous avez une montée en charge des personnes qui vont construire cette centrale, donc, qui va donc s'étaler sur toutes ces années, avec un pic. Le pic, ce sera en 2033. Donc, voilà, finalement, dans un peu moins de 10 ans, le temps passe vite, dans 9 ans, il y aura un pic de 8000 salariés sur le site. Je rappelle que Gravelines, c'est 9000 emplois actuellement, tout compris public et privé. Donc au moment du pic, on peut considérer qu'on va doubler le nombre de personnes présentes sur Gravelines pour travailler sur ce site de la centrale. Vous avez une autre vue
sous un autre angle qui est intéressant également, qui permet de se rendre compte. Bon voilà, il faut commencer à se projeter. Donc ce soir, il y a une intervention devant la CLI de Gravelines, ce qui explique que notre collègue Noran Notbar soit excusé et absent. Je lui ai demandé de bien vouloir siéger à cette CLI, parce qu'il va y avoir bien sûr un débat qui va s'organiser. Il y a un débat public, hein, donc il faudra que nous participions tous à ce débat public, parce qu'il y a 1001 questions, on ne va pas les évoquer ce soir, mais il y a 1001 questions, les accès, les transports, les parkings, les logements, la santé, etc., les compensations, les boisements, etc., etc., etc. Donc, voilà, mais il me semblait important que vous ayez l'information qui a été donnée ce matin. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément imaginé l'implantation comme ça, mais donc c'est vrai que là, on m'en a expliqué les raisons, et puis force est de constater que à la place des APF, bon, voilà, c'est un secteur finalement qui, voilà, je pense que ça laisse le bord de mer tel qu'il est finalement, mais ça fait en perpendiculaire, je crois que c'est assez positif, mais après les contraintes sont telles que voilà, les choix s'imposent par aussi la nature des contraintes. Voilà. Je me tourne vers les ingénieurs. On a la chance d'avoir un ingénieur en exploitation, hein, qui... Audoufal, je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots en tant qu'ingénieur sur site. Donc, voilà. Très rapidement, monsieur le maire, vous avez très bien pu résumer le jalonnement des différentes phases qui vont arriver. Effectivement, on peut s'en réjouir. Donc là, c'est pas mal parce que c'est une vue synthétique, enfin une vue... une image de synthèse, mais qui représente de façon assez nette le positionnement du nouveau site, du futur site des deux EPR. Et effectivement, le choix de le mettre en perpendiculaire fait que pour les habitants de Petit-Fort, effectivement, le site sera quasiment invisible. Je pense que le choix qui a été fait est tout à fait juste. Merci Maudoufal. Donc le directeur du projet du débat public et donc qui sera présent sur Gravelines, c'est Antoine Ménager, hein, donc avec qui j'ai pu longuement échanger sur tout un certain nombre de sujets, hein, puisque bien évidemment notre ville va devoir se mettre à niveau. Hein, c'est le travail qui a été fait par Albert Danvers et ses équipes à l'époque, parce qu'il y a le site qui arrive, mais il faut anticiper tout ça. Donc ça se négocie. On me dit qu'il y a un certain nombre de dispositifs existants au niveau d'EDF que nous pouvons activer en termes d'emprunt, etc. Enfin, il y a tout un... Et donc là, nous aurons forcément une discussion à mener sur tous ces sujets avant donc l'ouverture, et parce que encore une fois, il y aura des choses qu'on devra faire si on veut équiper notre ville, mais bon, encore faut-il qu'on puisse être aidé pour le faire. Voilà, sur un autre sujet, mais celui-ci est ô combien structurant. Hein, je ne cache pas que je me souviens des premiers conseils ici, hein, pour les plus anciens. En 2004, on a commencé à parler de ce sujet. Ça va faire 20 ans quand même qu'on en parle. Donc voilà, vous voyez, le temps fait son œuvre. Voilà, et donc quelque part, et cela m'a été confirmé que quand même c'est aussi le volontarisme de la ville de Gravelines qui a aussi fait qu'on soit dans les premiers sites. Sinon, les choses auraient pu s'organiser autrement. Donc, je ne vous cache pas que c'est une forme de satisfaction. Nous avons accueilli la belle équipe de Lone Plage dans notre enceinte de Sportica, et donc ce qui lui a porté chance, puisque Lone Plage a été sacré champion de National 1. Ils revivent finalement ce que certains autour de cette table ont vécu en leur temps, n'est-ce pas, mon cher Christian? Donc, voilà, et donc c'était vraiment une très belle ambiance. Et vraiment, la mairie de Lone Plage nous a remercié fortement d'avoir mis à disposition rapidement, avec des contraintes en termes d'aménagement. Les agents se sont bien mobilisés, les élus même, en la personne de Christian Devos, que je tiens à remercier, pour faire en sorte que le tournoi de badminton qui avait lieu le lendemain, ça puisse se faire. Et du badminton qui ont œuvré toute la nuit pour être prêts à 8 h le lendemain matin. Exactement, on les en remercie. Donc Sportica, il en est aussi question. Nous avons obtenu une subvention
d'1 million d'euros, hein, donc, que nous avions sollicité dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique pour la première phase des travaux qui sont en route. Ce n'était pas forcément attendu. Je me tourne vers le président de la commission des finances qui esquisse un léger sourire à la hauteur du premier million obtenu. Donc il faut s'en féliciter. On va obtenir 400 000 euros lundi. Le conseil départemental va délibérer à hauteur de 400 000 euros dans le cadre du dispositif ADVB. Donc, et on a obtenu 100 000 euros sur le dispositif de l'Agence nationale du sport. Donc on a 1,5 million sur ces premiers travaux. Ça nous fait 17, je crois, ou 18% de subventions. 20% de subventions sur cette première tranche. Voilà. Nous accueillons actuellement sur la commune, j'ai pu rencontrer le maire de Ferizza, pas plus tard que hier, hein, donc le maire d'une commune de 100 000 habitants au Kosovo, un ancien militaire d'ailleurs, hein, donc vous connaissez l'histoire du Kosovo, avec également la présidente du comité paralympique qui s'est déplacée à nouveau, accompagnée de plusieurs jeunes qu'on aura peut-être, je crois, l'occasion de croiser tout à l'heure. Nous avons quelques documents qui sont sortis, hein, je vous les fais passer. C'est bien sûr le guide de l'été avec ce visuel réalisé par notre service communication. Ce n'est pas une agence communication, c'est vraiment notre équipe qui fait ce travail-là. Donc on a quand même la chance d'avoir une magnifique équipe que je tiens aussi à féliciter et qui a toujours de l'idée. Donc vous avez ce document avec une saison qui démarre avec l'ouverture des bains, avec une initiative, la course du phare, mais également la course de paddle. Il y a une course pour les initiés et puis une course pour les populaires, un défi. Petit fort contre grand fort, ça plaît toujours ça. Donc il faut qu'on soit nombreuses et nombreux à monter sur une paddle pour faire un circuit. Et plus nous serons nombreux, plus nous avons de chances de battre Grand Fort Philippe. Donc je compte sur vous tous pour monter sur la paddle. Parce que, voilà, j'ai pas envie d'être tout seul sur la paddle. Donc préparez-vous. Vous avez quelques jours devant vous. Si vous mettre debout, c'est compliqué, vous vous mettez à genoux. Le principal, c'est de faire le circuit. Ce n'est pas une course. C'est basé sur le plus grand nombre de tours. Voilà, c'est de l'endurance. Donc il faut qu'on fasse tous un grand tour de paddle, n'est-ce pas Michel? Donc c'est une idée du club de Trip and Kite d'avoir, dans le chenal, je suis sûr, si le temps est au rendez-vous, que ça va plaire tout particulièrement. Le concert dans les jardins, Michel Kirchhoff n'est pas là, mais elle est dignement représentée par Annabelle Salah et Nathalie Rayot sur ce volet culture. Et donc, voilà, il y a des concerts qui ont lieu dans les jardins. Il ne faut pas hésiter à en faire la promotion. Vous le savez, nous avons obtenu le pavillon bleu à nouveau depuis 2002. Donc, nous l'avons chaque année obtenu, à l'exception des années 2017 et 2018, à cause d'un mauvais prélèvement non expliqué en 2016. Je rappellerai que ce pavillon bleu est présent dans 46 pays, sur tous les continents, et c'est devenu une référence dans le domaine du tourisme, de l'environnement et du développement durable. Nous l'avons eu ainsi que Berck et Cayeux. Donc nous sommes la seule plage du Nord, du département du Nord, à avoir obtenu cette distinction. Et nous sommes parmi donc les 406 plages réparties sur 192 communes. Nous sommes dans les 192 communes de France à être labellisées pour notre plage pavillon bleu. Ce n'est pas encore le cas pour le port de Plaisance, mais ça ne saurait tarder. J'attribuerai la semaine prochaine le marché pour la réalisation d'une aire de carénage. Donc le bassin Vauban va accueillir une aire de carénage, c'est quand même un investissement d'1 million d'euros, hein, pour faire en sorte de traiter l'ensemble des décapages des bateaux, etc. La chose qu'aujourd'hui c'était fait sur le quai, donc vous imaginez, ça ruisselle, et vous imaginez aisément où ça peut se retrouver, c'est-à-dire dans le bassin. Et donc là nous aurons une aire de carénage avec une potence, et donc nous pourrons aussi lever les bateaux. Ce sera un service quand même très attendu et apprécié par les plaisanciers. On me dit que les stages se remplissent beaucoup pour cet été. Le stage Sport et Nature 2023, 252 places, donc il y a 242 inscrits. Donc j'ai même demandé les répartitions gravelinois extérieurs, 45% gravelinois, 55% extérieurs pour ce stage, sport et nature. Sport et loisirs, donc
593 inscrits sur 672 places, 397 Gravelinois sur 196 autres communes. Le stage, donc ça c'est sport et loisirs. Après il y en a un autre sur été, sport, loisirs et sport et nature, été 2023, c'est 835 sur 924, donc il y a encore de la place. 506 Gravelinois, 329 extérieurs. Et aussi les accueils de loisirs, c'est une nouveauté. 576 places sur le mois d'août, me précise-t-on, 254 inscrits à l'heure d'aujourd'hui. Donc 200 de Gravelines et 54 de l'extérieur. Ça me paraissait important que vous ayez ces informations. Le Gravelines Magazine est prêt, il va y partir à l'impression. Bien évidemment, nous faisons la couverture sur la saison estivale de Petit-Fort-Philippe. Je vous fais passer un exemplaire. Je vous ai joint également le plan de ville, puisque voilà, maintenant, ce n'est pas l'Office du tourisme qui le fait, donc il faut qu'on le fasse. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse un plan de ville. C'est essentiel que les gens puissent repérer dans notre ville, quand même avec une géographie qui a quand même ses spécificités. Et les gens de l'extérieur ont parfois du mal à se repérer. Nous avons beaucoup de manifestations cet été. Je ne vais pas tous les détailler. Je vous ai parlé d'ouverture des mains. Je vous parlerai aussi des championnats de France d'aquathlon quand même. Et la Coupe de France des Ligues, samedi 8 et dimanche 9 juillet au Parc. Je vous dirai aussi que nous accueillerons la Coupe de France de water-polo à Sportica, du jeudi 13 au dimanche 16 juillet. Et puis, bien sûr, le podium de l'été et les festivités avant ça du 14 juillet avec le tribute Calogero, le 13 juillet sur la place Albert d'Anvers, ce feu d'artifice à 23h, quai Vauban. Bien sûr, le défilé à cérémonie, je compte sur vous tous, le 14 juillet à 11h, avec la guinguette au Huttes, des Jardins, place Gustave Ourrier. Sans oublier, bien évidemment, l'événement qui démarre, la Ducasse des Huttes, n'est-ce pas, monsieur le premier adjoint? Nous sommes passés aussi en ville apaisée progressivement, notamment sur le hameau de Petit-Fort-Philippe. C'est le premier secteur à expérimenter ces changements. Je rappelle que l'objectif, c'est de repenser le plan de circulation, de favoriser l'usage des déplacements doux et de revoir le stationnement et de mettre aux normes aussi les emplacements. Les travaux des Perrets, je suis assez satisfait de voir qu'ils ont pu se terminer sur le secteur balnéaire de Petit-Fort-Philippe. Ce n'est pas encore totalement terminé car il restera à faire d'ici mai 2024 des travaux entre l'impasse Colin et le Chelvlit sur tout le long du Chenal. Donc il y aura des interventions légères pendant la période estivale pour la reprise des joints de Perret. Voilà, jusque l'éclusier également, les travaux se poursuivent. Bien évidemment qu'il était dit aussi la rentrée. La rentrée, c'est nos étudiants, avec les dossiers pour l'aide aux étudiants. Et donc j'invite les étudiants qui nous écoutent, futurs étudiants qui nous écoutent, à retirer leur dossier au CCAS à compter du 3 juillet pour bénéficier de l'aide aux étudiants et de l'aide à la rentrée scolaire. Vous dire également que nous avançons, mes chers collègues, vous le savez, sur l'EHPAD, le nouvel EHPAD de la résidence des Oyas. Nous allons construire un nouveau bâtiment à côté du centre artistique. Nous avons obtenu l'autorisation des tutelles en décembre 2022, ainsi qu'un financement de 5,2 millions d'euros accordé par l'Agence régionale de santé et 1,5 million qui ont déjà été délibérés par le département. Il nous fait donc 6,7 millions d'euros de subventions. Nous avons choisi l'architecte en la personne de Yannick Vandal et de Franck Longval en mars 2023. Les équipes ainsi que les résidents et familles de résidents ont travaillé en commun sur ce projet qui privilégie une architecture qui ressemble aussi à une maison, donc c'est assez accueillant. L'objectif est que la personne âgée accueillie s'y sente comme à la maison. Ce nouvel établissement regroupera 141 places contre 109 actuellement, dont 24 places en unité de vie Alzheimer, ainsi qu'un accueil de jour de 12 places et 14 places d'accueil pour personnes handicapées vieillissantes. Enfin, 6 studios équipés d'hébergement temporaire seront mis en service. Ces logements auront vocation à accueillir des personnes âgées pendant des séjours de répit ou pour un accueil uniquement la nuit. Les chambres seront individuelles et totalement équipées. Cet équipement résolument tourné vers l'avenir sera construit sur le principe de passive house, c'est-à-dire que la consommation d'énergie sera très basse et, nous l'espérons, voire neutre. La part belle sera également donnée aux espaces verts ou à espaces potagers, poulaillers, vergers, espaces de jeu. Pour les petits-enfants, inciteront les résidents à profiter des lieux. Quelques chiffres, 6 500 mètres carrés, des logements de 21 mètres carrés en chambre individuelle, un coût des études de la construction estimé à 17,6 millions d'euros hors taxes et une année d'ouverture, je l'espère,
en 2026. Voilà pour ces quelques informations que je voulais vraiment participer avec vous ce soir. Donc nous avons donc les points à l'ordre du jour. Notre secrétaire de séance sera, si ma mémoire est bonne, Christelle Deneville. Voilà, si le Conseil en est d'accord et si elle-même en est d'accord, mais je vois, de par son sourire, son consentement. L'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 16 mars et 14 avril, bon, c'est le résultat de nos échanges, ça ne devrait pas poser problème. De même que les décisions, elles ne sont pas très nombreuses, hein, il y en a une dizaine, des tarifs, des attributions de marché, des attributions de spectacles pyrotechniques, ça c'est pour notre feu d'artifice. Bref, rien d'exceptionnel dans tout cela. Pas de souci, merci. Nous passons au chapitre du personnel communal. Donc cet été, hein, rappelez quand même que c'est plus de 200, hein, on va me préciser le 220, voilà, le chiffre m'a été précisé, 220 jeunes qui ont été recrutés, non pas pour 3 semaines, mais pour 1 mois. Voilà, c'est aussi un élément nouveau et je crois que ça met du beurre dans les épinards des familles d'étudiants gravelinois. Alors, vous avez, M. Guérard, vous avez 5 délibérations, si vous voulez bien les présenter. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc la première délibération habituelle qui est la création des emplois permanents. Comme vous le savez, pour pouvoir aux besoins de service, il est proposé de créer des emplois repris dans le tableau ci-dessous. Il est peut-être important de préciser que ce ne sont pas des créations nettes. Ces tableaux permettent d'envisager notamment les réussites au concours, les nominations internes, etc. S'ils sont pourvus, ensuite, les personnes qui les avaient, les emplois seront supprimés lors du prochain conseil municipal. Je pense que c'est important de le préciser puisque c'est une question qui a été posée au comité social territorial, donc ce n'est pas forcément toujours clair. Le comité social territorial, justement, a émis un avis favorable le 20 juin et la commission municipale Finances Administration Générale Ressources Humaines a également émis un avis favorable à l'unanimité. Ensuite, la deuxième délibération concerne l'autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Vous l'avez évoqué, Monsieur le maire, en introduction. Il s'agit des accueils de loisirs qui vont être portés par la ville au regard de l'impossibilité pour Atouville de le faire sur le mois d'août. Donc, nous avons des animateurs à temps non complet, des animateurs à temps complet et des adjoints d'animation. Donc, la commission municipale Finances Administration Générale Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. La troisième délibération, on continue, suite à votre volonté, Monsieur le maire, le développement des contrats d'apprentissage. Alors, la délibération a été remise sur table puisqu'il y a eu une petite modification, alors ni sur le nombre mais sur un des diplômes qui a été modifié, notamment sur les espaces verts, puisque nous avions mis un bac pro, or il s'agissait d'un brevet professionnel horticole, donc d'où la modification. Donc on continue à accentuer vraiment ce dispositif. Alors c'est vrai que c'est une chance pour ces jeunes de pouvoir faire leur alternance au sein d'une collectivité comme celle de Gravelines. Il y a vraiment une grande richesse, on part sur 15 alternants et la grande richesse également, c'est qu'on part du CAP et on va jusqu'à un master. Donc il y a vraiment une grande diversité dans les diplômes. Le comité social territorial a émis un avis favorable à l'unanimité et la commission municipale Finances Administration Générale a également émis un avis favorable à l'unanimité. La délibération suivante concerne les mises à disposition du personnel communal. Alors, elle est passée à plusieurs reprises. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez dans le tableau, en fait, il y a juste une petite modification qui apparaît. C'est celle qui apparaît en gras. Le comité social territorial a été informé de ces mises à disposition et de ces modifications. Et la commission municipale Finances Administration Générale Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité.
Enfin, pour conclure, eh bien, c'est également une délibération habituelle avec la demande de subvention et de financement de prothèses auditives qui permet de prendre une partie, le complément de ce qui est déjà versé à l'agent et permettre son maintien dans l'emploi. Donc la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà pour cette délibération concernant le personnel communal, monsieur le maire. Merci, M. Guérard. Et je voudrais aussi féliciter les agents qui ont donc obtenu par la promotion interne ou par concours donc un grade supérieur, donc 2 attachés, un ingénieur, un technicien, un attaché de conservation, un technicien principal et un agent de maîtrise. Donc c'est soit la promotion interne via le centre de gestion, soit la réussite au concours, notamment au concours d'attaché. Donc je voudrais féliciter nos agents et donc bien évidemment nous procéderont à leur nomination tout en bien évidemment adaptant leur futur poste par rapport à cette promotion. Hein, donc voilà, une responsabilité supplémentaire, bien évidemment, engage aussi, comment dire, non pas un travail, mais une responsabilité, un engagement avec un cran encore supérieur. Nous avons ensuite plusieurs délibérations importantes, une délibération structurante pour notre camping des Dunes. Je me tourne vers... on saute les délibérations de la 8 à la 13, on se retrouve à la 14, puisqu'il faut que ce soit notifié officiellement en conseil, donc le remplaçant de M. Delamens-Bruges. Et donc il faut qu'à chaque fois on doit inscrire ces délibérations jusqu'à ce que cette désignation soit effectuée. Donc le camping de Petit-Fort, avant de donner la parole à un demi, je voudrais remercier chaleureusement Jean-Pierre Tessier qui a quand même géré et fait la fusion en son temps. J'étais présent, non pas en qualité de maire à l'époque, mais de directeur de l'office de tourisme. Donc j'ai vu le travail qu'il a fait de finalement fusionner l'ancien camping de la Flacenne, hein, le camping des Dunes, avec le camping des Trois Fermes. Parce qu'initialement, il y avait 2 campings. Donc le camping des Trois Fermes qui avait été réalisé par la SEM du Beffroi avait été géré à un moment par des agents municipaux. Et puis après, il y a eu une délégation de service public et c'est Jean-Pierre Tessier qui a récupéré l'ancien camping qui avait été racheté par la ville de la Flacenne, hein, et le nouveau camping qui avait été fait par la SEM du Beffroi. Donc voilà, il s'est retrouvé donc avec ce grand camping et donc il a fait des travaux, etc. Il a harmonisé, il a développé. Bon, voilà, je pense que tout à chacun peut constater en allant se promener le travail qui a été fait. Donc cette concession a d'ailleurs été, enfin cette DSP a été renouvelée, hein, à 1 ou 2 reprises de mémoire. Et donc là, il s'agit de, comme M. Tessier ne souhaitait pas renouveler, il faut donc choisir un nouvel exploitant, hein, pour, comme c'est indiqué, à compter du 1er octobre 2023. Et donc une procédure a été organisée. Je vais laisser le soin à Christelle Neuville de vous expliquer un peu le cheminement. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, je fais part au Conseil que le rapport de présentation est rédigé conformément aux dispositions de l'article L1411.5 alinéa 2 et L1411-7 du Code général des collectivités locales et aussi du décret numéro 2018-1125 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives au contrat de la commande publique et le décret numéro 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du Code de la commande publique. En effet, la délégation de service public relative à l'exploitation du camping des Dunes s'achève le 30 mars 2023. Par délibération du 16 décembre 2022, le Conseil municipal a réapprouvé le principe de la concession de service public pour l'exploitation du camping de la ville de Gravelines. La procédure de consultation s'est déroulée du 6 décembre 2022 au 27 mai 2023. À savoir, il y a eu un passage en commission consultative des services publics locaux, un avis du conseil municipal, un avis de concession publié, des réunions de commission de délégation de services publics et ainsi que des auditions. Le rapport du 7 juin 2023, qui est d'ailleurs annexé à la délibération, rend compte du déroulé et présente les motifs du choix du candidat retenu. Et enfin, expose l'économie générale du projet du contrat de concession.
Il revient donc au maire de saisir l'Assemblée délibérante du choix de l'approbation du contrat de concession de service public. Pour cela, il est donc proposé de retenir la société Nature et Vacances pour la concession de services publics portant sur l'exploitation du camping des Dunes et d'approuver le contrat de concession de services publics présenté pour une durée de 123 mois, soit 10 ans et 3 mois à compter du 1er octobre 2023, ainsi que les conditions tarifaires du contrat et autres dispositions. Alors, quelques informations et précisions sur le groupe Nature et Vacances. Nature et Vacances est un professionnel de la gestion et de l'exploitation de campings depuis plus de 20 ans. Il détient 18 campings en Hauts-de-France, de 1 à 4 étoiles. Pour les 4 étoiles, nous pouvons citer le camping du Pré-Joli à Onscott, camping de la Motte à Quimplage, camping du Beau Séjour à Arques, le domaine de la Roselière à Noyelles-sur-Mer ou encore le camping du Perroquet à Brédune. La gestion est familiale et a une bonne connaissance de la clientèle des Hauts-de-France. Il répond parfaitement aussi à la qualité du programme d'aménagement. Son approche est axée sur l'harmonie avec la nature, mettant l'accent sur la préservation de l'esprit du site dunaire, tout en préservant les résidents actuels. Le groupe Nature et Vacances compte d'ores et déjà 70 salariés en CDI, auxquels il faut rajouter les salariés en CDT pour la saison. Nature et Vacances propose également la mise en place d'hébergements insolites, qui renforcent l'attractivité et l'offre de l'équipement. Il propose également la mise en place d'une navette avec le parc résidentiel de loisirs au parc des Rives de la Haye. Plus globalement, Nature et Vacances, c'est aussi la vente de la destination Gravelines, au-delà du camping. Il réalise déjà des actions de promotion commerciale, d'ailleurs avec les commerçants où il est implanté. Alors, quelques chiffres pour son aspect financier. Le contrat prévoit le versement annuel de 3 redevances fixes au profit de la collectivité, à savoir une redevance annuelle d'occupation fixe à 40 000 € hors taxe, une redevance annuelle pour frais de contrôle fixée à 5 000 € et une redevance annuelle basée sur 1,5% du chiffre d'affaires prévisionnel, soit le montant de 183 282 € pour la durée du contrat. En outre, une redevance de surperformance de 5% permettra le versement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé en sus de celui figurant au sein du compte d'exploitation prévisionnel. Pour ce rapport, la Commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Madame de Neuville. Voilà donc l'aboutissement d'un dossier important. Donc, c'est vrai que M. Mas ne connaissait pas la délégation de service public, la concession, donc il a fallu vraiment faire beaucoup de pédagogie. Je remercie aussi Pascal Decorte qui a beaucoup travaillé sur ce sujet avec le pôle attractivité. Je voudrais aussi saluer le travail du cabinet Aspasie qui nous a accompagnés, parce que c'est quand même une longue démarche, il faut récolter toutes les données. Voilà, il y a vraiment un travail assez fastidieux. Voilà, parce qu'il faut savoir que la DSP, c'est ça, on rend l'actif et le passif, quoi. Donc voilà, c'est pas un fonds de commerce. Donc il y a vraiment une remise des éléments aux futurs repreneurs, quoi. Donc ça rentre dans les comptes. La rémunération d'exploitants se fait sur l'exploitation et pas sur le fonds de commerce qui n'existe pas. Donc ça, c'est des notions qui parfois sont un peu techniques, mais qu'il a fallu exprimer. C'est ce que nous avons fait. Voilà, donc on accompagnera cette gestion par une commission de suivi qui n'existait pas précédemment, mais c'est bien qu'on la mette en place de manière à ce qu'il y ait vraiment une commission dédiée. C'est-à-dire qu'il y aura des collègues élus, donc je vous propose qu'il y ait moi-même, en l'occurrence représenté par Madame de Neuville, Alain Bonneface, Laurie Verstraete, Claudine Barbier et Emmanuel Perry, plus un siège pour l'autre groupe. Donc on notifiera à Madame Alvarez pour qu'elle puisse nous désigner un ou une en l'occurrence, représentante dans cette commission. Voilà pour le camping de Petit-Fort. Bon, on en a déjà abondamment parlé, mais c'est un atout quand même pour notre ville. Et avec ce qui va se passer, je pense qu'il n'y a pas manqué de clients, que ce soit en hiver ou
que ce soit en été. Il faudra juste veiller à ce qu'en été, ce soit des estivants. Donc c'est là où il faudra essayer de réguler un peu les... Il faudra quand même qu'il y ait de la place, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci de votre confiance. Donc, autre dossier important, hein, ils le sont tous, mais quand même plus ou moins. Cette fois-ci, c'est un dossier qui a beaucoup mobilisé notre collègue Daniel Villemot. La cession des câbles de communication électronique et des équipements du réseau d'initiative publique et du déclassement des équipements. Ça, c'est le résultat aussi d'une longue démarche. Vous vous souvenez, le réseau câblé, puis la DSP avec la fibre optique, puis, disons-le, un certain nombre de problèmes. Pour aujourd'hui, donc, aboutir à cette session, M. Villemot. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, un long travail. Hein. Je voulais d'ailleurs remercier les services de la DSI et son directeur, Jackie Beny, d'avoir travaillé aux côtés d'avocats et de cabinets comptables experts, de façon à ce que cette vente se passe très bien dans un contexte de concurrence que tout le monde connaît. Alors, pour revenir à la délibération, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les avis du 3 février 2022 et du 10 février 2023, adoptés par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, estimant la valeur du réseau d'initiative publique à 2 700 €, vu la délibération du conseil municipal du 16 mars 2023 relative à la vente des câbles de communication électronique et des équipements pour leur exploitation du réseau d'initiative publique, vu le rapport d'analyse des candidats et des offres adressées à chaque membre du conseil municipal, il est rappelé que la commune de Gravelines a délégué la gestion et la modernisation de son réseau de câbles de télécommunication électronique à la société SFR par une convention de délégation de services publics entrée en vigueur le 29 janvier 2009 pour une durée de 15 ans et expirant le 28 janvier 2024. La commune de Gravelines ne souhaitant plus poursuivre cette mission, elle a pris la décision de procéder à la cession des câbles et équipements du réseau d'initiative publique par délibération en date du 16 mars 2023. Cette cession est composée d'une part de la vente du 29 janvier 2024 des biens relevant du réseau FTTH et d'autre part d'une vente différée au 29 janvier 2028 des biens relevant du réseau du service antenne suivant le descriptif que vous avez en annexe. L'ensemble des autres biens relevant du domaine public de la commune, notamment les ouvrages de génie civil, les fourreaux, restera la propriété exclusive de la ville. Afin d'assurer une valorisation de son patrimoine et une cession aux conditions aussi avantageuses que possible, la commune a engagé une procédure de sélection préalable par la publication d'un appel à candidature pour la cession de son réseau d'initiative publique le 24 mars 2023. Au cours de cette procédure, la commune de Gravelines a analysé les offres, reçu et engagé une négociation avec plusieurs opérateurs économiques. Il est aujourd'hui proposé de procéder à la conclusion d'un contrat de cession avec l'un de ces opérateurs. La conclusion d'un tel contrat de cession nécessite au préalable de déclasser du domaine public les éléments du réseau y appartenant. La commune de Gravelines ne souhaitant pas poursuivre l'exploitation de ces réseaux câblés, il convient de constater leur désaffectation du service et de prononcer leur déclassement du domaine public en date du 29 janvier 2024 pour le réseau FTTH et en date du 29 janvier 2028 pour le réseau de services antennes selon les périmètres définis en annexe. Considérant le souhait de la commune de Gravelines de procéder à la cession de son réseau FTTH et de son réseau service antenne, considérant que les biens objets de la cession ne seront plus dédiés à un service public et n'appartiendront donc plus au domaine public, considérant qu'au regard du rapport d'analyse des offres, la société Altitude Infra THD a présenté l'offre d'achat la plus avantageuse pour la commune de Gravelines. Je rappelle, la société Altitude Infra THD a présenté l'offre d'achat la plus avantageuse pour la commune de Gravelines. Le prix de vente du réseau FTTH, tel que défini en annexe, est fixé à 3 100 000 le 29 janvier 2024. L'achat différé du réseau de services antennes, tel que défini en annexe, est fixé à l'euro symbolique le 29 janvier 2028. Considérant qu'il est désormais nécessaire de procéder à la conclusion du contrat de cession avec cette société, il est donc proposé au conseil municipal de désigner la société Altitude Infra THD attributaire de l'appel à candidature
et de fait acquéreur du réseau d'initiative publique. De constater la désaffection des biens du domaine public visés par le projet de cession et de prononcer leur déclassement du domaine public. D'autoriser la vente du réseau suivant le descriptif en annexe à altitude infra THD au prix de 3 100 000. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à prendre toute décision utile à la finalisation de la cession. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, Monsieur le maire, qui effectivement devrait conclure à une session qui a été analysée. Nous avons rencontré les différents candidats. On leur a demandé techniquement plusieurs garanties, notamment le fait qu'on passera à un moment donné avec cette session à un changement d'opérateur, et donc technologiquement parlant, il peut toujours y avoir des difficultés. Il faut savoir que la société Altitude est une société nationale qui a déjà plusieurs installations, qui a déjà fait plusieurs rachats de réseaux. Ils ont notamment plusieurs filiales. C'est également la société Altitude qui opère déjà dans le secteur, notamment sur le CIVU. Il y a une proximité. Mais je voudrais quand même dire que le travail qu'on a eu ces dernières années avec les sociétés SFR a été aussi concluant. On est là malheureusement à la fin d'une DSP et une session, mais il ne faudra pas oublier tout ce qu'ils ont fait, et je tiens publiquement à dire qu'on a bien travaillé ensemble pendant toutes ces années. Il y a un changement aujourd'hui, mais c'est ainsi dans le monde de la concurrence. Voilà, monsieur le maire. Oui, l'offre était supérieure, il faut dire les choses comme elles sont. L'offre était supérieure. Bon, Altitude a racheté aussi Covage, qui est opérateur sur la communauté urbaine de Dunkerque, donc qui sont déjà aussi présents sur le réseau de Saint-Paul. Donc voilà, donc ils ont une expérience, ils ont vraiment la volonté de s'impliquer davantage, je crois aussi, c'est ce qui a fait localement. Sur le territoire, ils ont vraiment la volonté de s'impliquer. Bon, ça a été quand même un élément qui a aussi pesé dans la décision. Donc voilà, donc il y a toute une série d'opérations à mener. À mon tour, je voudrais saluer le travail de la DSI. On a la chance d'avoir une DSI performante, dirigée donc par Jackie Bonny, qui a d'ailleurs été fort sollicitée, parce que nous faisons aussi le constat que nous sommes attaqués en termes de cyberattaque. Oui, donc ils m'ont expliqué un peu le type d'attaque. Je vous avoue que je ne suis pas capable de vous le retranscrire. Ça concerne les bitcoins. Donc ça nous utiliser pour générer donc, des recettes en bitcoins. Donc ne me demandez pas comment tout ça est possible. Je ne pourrais pas vous le décrire. Mais donc on a réussi... D'ailleurs, ils nous demandaient même une rançon, mais ils pensaient avoir récupéré des données sensibles. Bon, il n'y a rien de très sensible, tout est public. Donc, voilà, donc ça a été vite réglé. Mais en tout cas, pour revenir au réseau câblé, donc saluer l'équipe. Donc maintenant, on verra que tout cela va générer, et puis on va mettre en œuvre ce transfert en souhaitant vraiment que ça se passe du mieux possible. Voilà, qu'il n'y ait pas du tout de réticence de la part de l'exploitant actuel à donner les informations qu'il doit donner. Oui. C'est aussi simple que cela, mais parfois les choses simples, c'est pas toujours simple en fait. Donc voilà, c'est le vœu que je formulerai. Monsieur Bonny, je vois que vous acquiescez et je vous en remercie. Je crois bien avoir saisi la subtilité de tout cela. Voilà, merci de votre confiance, mes chers collègues. Donc, 2 grosses opérations. Ça faisait partie aussi des engagements du mandat. Donc, petit à petit, voilà, nous réalisons. C'est ça. Donc, on réalise. Après, on anticipe pour renouveler après d'autres actions. C'est ça, un peu la continuité un peu permanente dans laquelle il faut s'inscrire. La rétrocession à la ville d'une concession, bon, je ne pense pas que ça amènera de commentaires particuliers de Neuville. Le transfert de la compétence environnement numérique du travail à la communauté urbaine. Monsieur Villemot, quelques mots? Oui, en quelques mots,
Il est donc rappelé au Conseil que la loi du 2013 de 595 au 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation de la refondation de l'école de la République a confié aux collectivités, aux côtés de l'État, une responsabilité qui est essentielle au bon fonctionnement et au développement du numérique éducatif des établissements scolaires du premier et second degré. Dans ce cadre, les collectivités déploient sur leur territoire un service éducatif numérique appelé Environnement numérique du travail, ENT, de haute qualité, offrant à chaque membre de la communauté éducative un accès dédié, sécurisé, simplifié aux informations et outils nécessaires pour son activité. A été conduite ces dernières années une stratégie de convergence des ENT à l'échelle des Hauts-de-France. Cette stratégie a pour finalité d'offrir un service numérique innovant et structurant à destination de la communauté éducative, d'assurer la cohérence et l'homogénéité sur le territoire afin que le numérique, véritable instrument de démocratisation et d'accès au savoir, soit mis au service des objectifs d'égalité. Ainsi, un groupement de commandes réunissant notamment la région, les 5 départements et des syndicats mixtes a été constitué afin de mettre à disposition de la communauté éducative un environnement numérique de travail unique pour tout le territoire des Hauts-de-France. Ce groupement de commandes est ouvert à de nombreux membres, en Hauts-de-France, ayant compétence en matière d'environnement numérique de travail et représentant un nombre conséquent d'apprenants. Dans ce contexte, la communauté urbaine de Dunkerque entend se doter de la compétence environnement numérique de travail UNT, ce qui lui permettra d'adhérer au groupement en partant que chaque commune puisse bénéficier de l'UNT déployé à l'échelle des Hauts-de-France. La commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire. Merci, M. Villemot, pas de problème là-dessus. Donc, le chapitre des sports, M. De Vos, vous avez 3 délibérations. Merci, monsieur le maire. Si vous le permettez, avant tout, je voudrais mettre en valeur 2 de nos collègues pour la création de l'association de handball qui sont présents ici, Yves Dubois et Raoul Defruy, qui, il y a 40 ans, ont développé et créé d'abord l'association et développé le handball sur 50 ans. Mais je voulais vous rajeunir, excusez-moi, messieurs. 50 ans, voilà. Merci, monsieur le maire, de m'avoir permis de leur rappeler. Alors, les différentes subventions exceptionnelles. Le handibasket, il faut savoir que le handibasket a développé il y a quelques semaines le championnat de France et le Final Four pour l'accession en Pro B, qui a permis de voir ces différentes activités sur 3 jours à Gravelines, et particulièrement les rencontres se sont déroulées sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Hélas, nous n'avons pas terminé champion et finaliste, donc notre équipe ne peut accéder à l'échelon supérieur. Toutefois, nous avons octroyé à cette association, le handibasket, une subvention à hauteur exceptionnelle, à hauteur de 1 000 € pour avoir organisé cette compétition, et on ne peut que les féliciter au travers de mon propos, et je suis persuadé, monsieur le maire, au travers du vote également. Les commissions extra-municipales et municipales finances, administration générale, ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. Nous voterons également une subvention exceptionnelle pour l'association USG Char à voile. Bien entendu, cette association organise régulièrement de grosses compétitions, et à nouveau au mois de octobre, du 21 au 24 octobre prochain, eh bien, nous allons organiser le championnat de France jeunes de char à voile sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Cette manifestation, qui comprend différentes épreuves de course de char à voile, accueillera au minimum 120 pilotes et leurs accompagnants. À l'initiative de cette dite association, des animations conviviales et un village partenaire viendront compléter la programmation de cet événement. Aussi, afin d'aider cette association dans l'organisation de cette importante manifestation qui contribue au rayonnement de la ville, il est proposé de lui verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 3 000 €. Les commissions extra-municipales sport a émis un avis favorable à l'unanimité, et la commission finances, administration générale également à l'unanimité.
Modification, la troisième intervention de ma part, la modification des primes accordées aux participants de la course pédestre des boucles de l'Aa. Depuis quelques années, et particulièrement depuis mars 2022, nous avions mis en place une grille de résultats. Et cette année, nous avons décidé de valoriser au même niveau les filles et les garçons, ce qui fait que vous avez les tableaux qui vous sont joints. Je ne vais pas tous les rappeler, mais les hommes et les dames seront rétribués à même hauteur. C'est-à-dire que les hommes qui réaliseront la meilleure performance en battant le record de l'épreuve, ainsi que les dames, obtiendraient une aide à hauteur de 210 €. Et les dixièmes participants à ce résultat auraient également une équivalence, c'est-à-dire 60 €, hommes ou femmes. Je ne détaille pas toutes les catégories qui existeront et qui existent à cette compétition, puisqu'il y en a de nombreuses. Mais sachez que, mesdames, une nouvelle fois, le sport vous remet en valeur. Hein, mais vous n'avez jamais quitté la valeur, rassurez-vous. Les primes ne sont pas cumulables entre le classement Scratch et le classement par catégorie. L'athlète classé dans les 10 premiers du classement Scratch et de sa première catégorie se verra attribuer la prime de classement Scratch. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que le Scratch, mais c'est un cumul de résultats et il n'y a pas de cumul de primes. Sachez-le, la commission extra-municipale sport a émis un avis favorable à l'unanimité, ainsi que la commission municipale finances, administration générale, ressources humaines a émis également un avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Merci, monsieur De Vos, aussi. Saluer la direction des sports, le pôle global, l'éducation sport, parce qu'il y a quand même tous les événements en plus de tout ça qu'il faut gérer. Voilà, il y a quand même une ingénierie, on ne se rend pas toujours compte de tout le travail qui est fait derrière. Enfin, une petite pensée aussi pour notre collègue Karine Van der Straten, qui aurait dû être là ce soir, mais qui récupère un peu, voilà. Vous savez, c'est une combattante, hein, elle va parfois à fond hein, dans tout ce qu'elle fait, et donc forcément, il y a des moments où il faut calmer un peu, voilà, quelques instants pour mieux repartir. C'est le message que j'ai souhaité lui délivrer de bons rétablissements. Du sport à l'éducation, il n'y a qu'un pas. Madame Salah, donc je vous laisse présenter les deux délibérations. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, alors à quelques 2 semaines des grandes vacances, il est proposé que la ville de Gravelines remette à chaque élève débutant son cycle élémentaire en CP une gourde en aluminium. En effet, cette dotation s'inscrit dans le cadre de la rééducation des déchets plastiques, de la réduction des déchets plastiques et la sensibilisation des élèves à la consommation de l'eau courante. Cette gourde sera remise à l'ensemble des élèves de CP des écoles publiques et à ceux de l'école privée du Sacré-Cœur à chaque rentrée scolaire. À titre d'information, cela représente environ 140 gourdes pour la rentrée scolaire 2023. La commission extra-municipale éducation a émis un avis favorable à l'unanimité. Et la commission municipale finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable également à l'unanimité. Alors ensuite, toujours dans le cadre de l'éducation, il est proposé, dans un cadre de plan d'action municipal 2020-2026, afin de permettre aux élèves de développer le plaisir de la lecture, il a été décidé d'offrir 2 romans aux élèves des écoles élémentaires entrant en CE1. Par conséquent, à chaque rentrée scolaire, chaque élève de CE1 se verra remettre 2 romans par la ville de Gravelines. Les romans sont choisis par les enseignants, sont identiques pour tous les élèves d'une même classe. Ils sont choisis parmi une liste ministérielle proposée par le ministre de l'Éducation nationale. Ces livres seront travaillés aussi dans le cadre des activités de classe durant l'année scolaire. L'ensemble des élèves de CE1 des écoles publiques et de l'école privée du Sacré-Cœur bénéficieront de ce don. À titre d'information, cela représente environ 300 ouvrages pour la prochaine rentrée scolaire 2023, soit un budget de l'ordre de 2 500 €. La commission extra-municipale éducation a émis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale finances, administration générale, ressources humaines a émis quant à elle un avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie.
Merci, Madame Salah, donc de délibération intéressante. Pour les gourdes aux élèves de CP, donc, parallèlement, il y a le syndicat de l'eau qui offre une gourde au CM2. Donc voilà, donc ça fait déjà 2 années du primaire qui sont couvertes. Donc voilà, c'est une bonne initiative et donc il faut s'en féliciter. Et puis la remise des livres, ben voilà, il faut inciter aussi à la lecture. C'est un enjeu aussi essentiel, un enjeu également du mandat. Nous avons aussi une subvention pour notre beffroi, Madame Salah. Oui, Monsieur le maire. Les villes propriétaires d'un beffroi du bien sériel beffroi de Belgique et de France doivent répondre aux obligations liées à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en mettant en place une démarche de plan de gestion. Le plan de gestion constitue le projet scientifique et culturel du bien et porte sur les thématiques de la protection, la conservation, l'aménagement urbain, la valorisation et la coopération, ceci afin d'assurer le maintien de la valeur universelle et exceptionnelle du bien. Ainsi, après l'élaboration du plan de gestion pour lequel la ville de Gravelines a contribué financièrement à hauteur de 1 500 € en 2017 et en 2018, il s'agit maintenant désormais de mettre en œuvre ces actions validées par l'ensemble des collectivités propriétaires de beffroi, la ville de Gravelines approuvant également les axes du travail du plan de gestion. Des rapports périodiques pour les beffrois sont établis avec les axes prioritaires, sont les suivants: recensement des objets mobiliers, protection au titre des monuments historiques en faveur d'un classement, développement d'un propos commun sur les valeurs du patrimoine mondial, élaboration d'outils partagés, sensibilisation des élus et des techniciens au patrimoine mondial, inventaire des perspectives majeures indispensables au maintien de la valeur universelle exceptionnelle, charte d'engagement des gestionnaires, définition du rôle des référents locaux. L'État, à travers les services de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, a souhaité confier à l'association Beffroi du patrimoine mondial la conduite du plan de gestion. Une subvention pour les années 2022 et 2023 est sollicitée par l'association Beffroi du patrimoine mondial à hauteur de 1 500 € par an. Il est donc proposé au conseil municipal que la ville de Gravelines, propriétaire d'un des beffrois du bien sériel, contribue financièrement par une subvention exceptionnelle de 1 500 € en 2023 à l'association Beffroi du patrimoine mondial. La commission extra-municipale culture a émis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale finances administration générale ressources humaines a également émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Madame Salah. Donc je pense que c'est important que nous puissions poursuivre ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça nous met aussi dans des dynamiques un peu internationales. Bien, nous passons au chapitre Petite enfance, enfance, jeunesse, avec une initiative dont je me réjouis. Madame Devos. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé que la ville de Gravelines remette à chaque famille qui accueillera un nouveau-né dans son foyer une box naissance. Cette dotation permettra au relais Petite Enfance, le RPE, de se positionner comme l'interlocuteur privilégié gravelinois dans l'accompagnement des familles, et ce, à chaque étape de la parentalité. Un coffret comprenant des présents destinés aux bébés, d'une valeur maximum de 30 €, ainsi que toutes les informations utiles pour les jeunes parents, sera ainsi remis à la famille à l'occasion de chaque naissance. En moyenne, ce sont 70 naissances par an qui sont déclarées à Gravelines. À titre d'exemple, pour 2023, le coffret comprend un bavoir et un savon biologique. Tout a été acheté chez les commerçants gravelinois. La commission municipale finance, administration générale, ressources humaines, a émis un avis favorable à l'unanimité. Et pour les curieux, j'ai la fameuse box. Ah bon, on va la faire passer. Donc on a commencé à distribuer les... Non, pas encore. Ah, c'est la... D'accord. Ça sera le premier mercredi de juillet. D'accord. Bien, mais écoutez, chers collègues, si un jour l'un ou l'une d'entre vous a une heureuse naissance... Je ne cible personne. Mais à mon avis, il n'y en a pas 36 autour de cette table. Il y a un temps pour tout. Voilà. Bien, non, je suis content qu'on l'ait mis en place parce que, bon, jusqu'à présent, j'envoyais un courrier. Bon, c'était un peu court. Hein, donc, il y a un guide, il y a des informations. Il faut vraiment voir aussi comment, je ne sais pas qui va l'amener, mais... Ah, c'est vous-même. C'est très bien, Madame Devos. C'est important d'aller au contact direct. Essentiel même.
aménagement, travaux. Donc, en l'absence de Laurent Notbar, c'est Madame Dubois qui va rapporter. Merci, Monsieur le maire. Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les communes ont l'obligation d'établir et de mettre à jour les cartes de bruit stratégiques et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sur leur territoire. Les cartes de bruit, qui comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques, sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement a quant à lui pour objectif d'identifier les secteurs les plus sensibles et définir les enjeux, y compris les zones calmes, de prévenir la création de nouvelles nuisances sonores, notamment par le biais des documents d'urbanisme, de traiter le bruit sur les secteurs les plus impactés, les points noirs du bruit. Dans la mesure où l'échelle intercommunale apparaît la plus adaptée dans l'élaboration du plan de prévention du bruit dans l'environnement, cohérence, homogénéité de la méthode, les cartes de bruit stratégiques ont déjà été réalisées par les services communautaires. Aucune commune ne s'est engagée dans l'élaboration du PPBE tel que prévu par la loi. Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 30 juin 2022, s'est prononcé pour le transfert à la communauté urbaine de Dunkerque de la compétence élaboration des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement. La commission locale d'évaluation des charges transférées, lors de sa séance du 14 septembre 2022, a décidé que ce transfert ne ferait l'objet d'aucune diminution de l'attribution de compensation de la commune. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Madame Dubois. Oui, ben, c'est important que ce dossier soit bien suivi, hein, parce que j'ai parfois quand même des riverains qui m'évoquent parfois des bruits. Donc c'est un sujet, je crois, sur lequel il faut vraiment se poser. Et puis on ne tolérera rien. Hein. Donc je dis clairement, il faut à chaque fois qu'il y a quelque chose, on fera des relevés, on fera des recommandés. Il faut vraiment je le dis aussi au service, que sur ces enjeux de bruit, il faut vraiment qu'on soit très, très vigilant. Ensuite, nous avons une dénomination pour la rue des Jardins. Donc, c'est vous-même, je crois, Monsieur Villemot, qui allez présenter la délibération en l'absence de Monsieur Wadou, pour qui j'ai aussi une petite pensée. Il y a eu un petit problème. Donc, voilà, j'espère que tout va s'arranger. Monsieur Villemot. Oui. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du projet d'aménagement du domaine de la Chênaie, donc pour rappel, c'est le projet urbain du quartier de la Gare, seront construites 16 maisons en front à rue à l'actuelle rue des Jardins. Ces nouvelles habitations devront être numérotées. Or, leur emplacement est compris entre deux habitations existantes dont l'adressage ne permet pas une numérotation conventionnelle des futures maisons. Aussi, il est envisagé de renommer la section de la rue des Jardins le long de laquelle seront aménagées ces 16 habitations individuelles. Il est proposé au conseil municipal de dénommer cette section de rue la rue des Charmes. Ouais, peut-être cher à M. Devos d'ailleurs. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. Bien, la rue des Charmes n'est pas loin de chez vous, si j'ai aussi, bien monsieur compris. le maire, aussi. Mais écoutez, on en prend bonne note. Adopté, on était parti sur les arbres, donc on continue sur les arbres, hein. Même si parfois les arbres, les termes sur des arbres peuvent avoir plusieurs significations. Les affaires foncières et patrimoniales, vous avez 4 délibérations. Monsieur Villemot, en l'absence de Monsieur Wadou, on me dit que ça va bien, contrairement à ce que je vous disais à l'instant. Donc les choses se sont arrangées. Voilà, allez-y, Monsieur Villemot. Alors, tout d'abord, la commune est propriétaire de plusieurs lots au sein de la galerie du centre commercial Le Polder. Dans ce contexte et dans le cadre de la mise en vente du lot numéro 9 appartenant à M. Laurent Lourdel, pour rappel, c'est l'ancien coiffeur qui fait l'angle avec le cinéma, au prix de 65 000 €, et dans l'optique de redynamiser la galerie, la commune a fait part de son intérêt pour l'acquérir. Il est donc proposé au conseil d'acquérir ce lot d'une superficie de 45 m² pour un montant de 65 000 €. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement, Accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis également un avis favorable à l'unanimité.
Alors un petit complément à cela, hein, l'objet de cet achat par la ville, c'est effectivement dans un premier temps de pouvoir, par rapport aux anciens locaux de Delta, eh bien, faire une sortie de secours par l'arrière, de façon à ce que si ce local est revendu demain, il soit aux normes pour accueillir du public. Et dans un second temps également, d'agrandir l'entrée du cinéma à requalifier. La délibération suivante, je fais part au Conseil du souhait de M. Paillard, demeurant 35 boulevard des Musiciens à Gravelines, d'acquérir la parcelle cadastrée section AC numéro 439, sur laquelle est édifié un garage attenant à sa propriété et appartement à la ville de Gravelines. Le 5 mars 2023, M. Paillard s'est engagé pour l'achat de cette parcelle d'une superficie de 41 mètres carrés moyennant le prix de 10 000 €. Il est donc proposé au Conseil de céder la dite parcelle de terrain pour laquelle est édifié un garage moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement, Accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources a également émis un avis favorable à l'unanimité. Notre délibération, dans le cadre de notre politique de sa politique de rationalisation de patrimoine, la commune a proposé aux occupants locataires la cession de ces garages qui sont situés rue Charles Trollet. Monsieur et Madame Fournier se sont engagés en date du 10 mars 2023 pour l'achat du garage numéro 4, cadastré section N 377, qui l'occupe via un certificat administratif en date du 29 octobre 1999, moyennant le prix de 5 500 €. Il est donc proposé au Conseil de céder le dit garage moyennant ce prix. Et la commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité a émis un avis favorable à la majorité. Et la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources a émis un avis favorable à l'unanimité. Et enfin, la commune de Gravelines est toujours propriétaire également d'un garage numéro 7 rue Charles Dolé, libre de toute occupation. La différence avec l'autre, c'est que celui-ci est libre. Dans le cadre de sa politique de rationalisation du patrimoine, la commune a donc mis en vente le dit immeuble. Conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, le service des domaines a toujours rendu son avis en date du 7 novembre 2022. Monsieur et Madame Boucher se sont engagés pour l'achat du dit garage cadastré section AN numéro 374 moyennant le prix de 11 000 €. Il est donc proposé au Conseil de céder le dit garage moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement, Accessibilité ainsi que la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources ont émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Villemot. Vous avez le droit de boire un peu d'eau, du Dunkerquois, là. Vous avez un verre devant vous, là. Prenez votre souffle. On m'a demandé de faire vite, donc je fais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les affaires foncières, donc voilà, c'est clos. Nous passons au chapitre attractivité, événementielle, action économique, avec 2 délibérations, Madame Verstraete. Je vous remercie, Monsieur le maire. Dans le cadre des fêtes de fin d'année et afin de renforcer l'attractivité et l'animation sur le marché de Noël, les exposants valorisent leurs chalets avec des décorations de Noël. Aussi, il est exposé d'organiser annuellement un concours des plus beaux chalets du marché de Noël de Gravelines qui seront individuellement munis d'un QR code suivant les modalités d'organisation annexées. Les participants qui obtiendront le nombre de votes le plus élevé seront désignés gagnants du jeu concours. Un coefficient sera appliqué en fonction de la catégorie de votants. Pour les élus de Gravelines, 50% et pour les visiteurs du marché de Noël, 50%. 2 lauréats du concours se verront remettre un prix correspondant à une gratuité de la location d'un chalet pour l'édition suivante du marché de Noël de Gravelines. Les deux lauréats seront désignés comme suit, un gagnant pour la catégorie alimentaire et un gagnant pour la catégorie non alimentaire. Le gain correspondant à une remise tarifaire d'une location de kiosque pour la période du marché de Noël suivant, d'un montant égal au tarif de la location du chalet en vigueur. La commission extra-municipale développement économique, zone d'activité, commerce, artisanat, auto-entrepreneuriat, tourisme, grands événements commerciaux, foires et marchés a émis un avis favorable à l'unanimité. Si je peux enchaîner sur du coup la deuxième, voilà. Donc l'association Les Vitrines de Gravelines a récemment élu son nouveau bureau, composé de 9 membres actifs. Cette nouvelle assemblée représente équitablement les hameaux de Gravelines au travers de référents par secteur, centre-ville, les Huttes, Petit-Fort. Cette association a pour objet de fédérer et représenter les commerçants de proximité et artisans gravelinois membres, proposer des animations pour dynamiser le commerce local dans les différents hameaux,
valoriser et promouvoir le commerce de proximité et l'artisanat, établir des contacts avec les autorités de l'État et les collectivités territoriales pour questions en rapport avec le commerce local et l'artisanat. Les vitrines de Gravelines, en partenariat avec la ville de Gravelines, souhaitent dynamiser les commerces en créant des événements importants lors des manifestations telles que l'ouverture des bains en saison estivale, le marché des Islandais, le marché de Noël et donc mercredi a eu lieu la fête de la musique, donc organisée bien évidemment par les vitrines de Gravelines et les commerçants adhérents. Il est donc proposé au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 4 000 € afin de soutenir les actions impulsées par cette association en faveur des commerçants et artisans gravelinois. La commission extra-municipale développement économique, zone d'activité, commerce, artisanat, auto-entrepreneuriat, tourisme, grands événements commerciaux, foires et marchés a émis un avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie, monsieur le maire. Bien, c'est nous qui vous remercions. Si vous pouvez peut-être indiquer aussi l'initiative qui monte en puissance là, que vous avez prise sur les marchés de l'artisanat à Petit-Fort-Philippe, et puis aussi la dynamique qu'on s'efforce de donner à nos braderies. Donc, peut-être en dire quelques mots également. Oui, quelques mots, monsieur le maire, je vous remercie. Donc, en fait, l'année dernière, on a vraiment connu un grand succès avec le marché de l'artisanat. Donc, il y avait une 40aine d'exposants. Cette année, on a une 60aine d'exposants. Et ça a tellement bien marché qu'on fait l'ouverture des bains et la fermeture des bains. Donc, le 26 août, on aura aussi... donc, la fin de la saison estivale, voilà. On aura donc un marché avec 60 exposants. Donc ce sont vraiment des artisans, des fabrications artisanales. Vraiment, c'est un critère sur lequel on ne déroge pas. Et on aura vraiment des artisans de grande qualité. Et puis, cette dynamique qu'on a pu mettre en place sur les braderies. Donc là, on est en mode test. Donc voilà, braderie calée sur les Ducasse pour dynamiser les Ducasse et dynamiser les braderies par la même occasion. On commence par les huttes. On commence par les huttes. Ensuite, la petite particularité, on revient sur Petit-Fort. Et on termine avec le centre-ville. Et donc, je voulais aussi faire un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, mais l'association des vitrines a aussi, je sais que les journalistes ont relayé l'information, créé un cocktail. Donc un soft en saisonnalité. Donc en fait, pour l'ouverture des bains, ce sera le pavillon bleu et ce sera décliné pour la fête des Islandais et pour le marché de Noël. Et donc tous les restaurateurs et cafetiers des vitrines de Gravelines pourront donc vous offrir ce cocktail bleu. Voilà. Quelle belle délégation vous avez, madame. Je me régale. Verstraete. Donc, j'étais très heureux, je le dis aussi en toute honnêteté, j'étais très heureux de voir notre kiosque animé par un jeune petit Fort-Philippois qui avait installé son matériel de sono en dessous de notre kiosque de Petit-Fort. Donc, j'étais vraiment heureux de voir cela. Je pense qu'il faudra y réfléchir pour que dans l'été, on puisse avoir ce type d'événement à cet endroit. Je crois que c'est très apprécié par tout à chacun, et notamment notre jeunesse. Voilà, il faut avoir aussi une palette d'activités qui touche un peu toutes les générations. Il faut pas perdre ça de vue. Voilà, écoutez, merci pour toutes ces initiatives et bravo aux commerçants et aux vitrines de Gravelines. J'ai même vu que cette expression vitrine, on aurait peut-être dû la déposer, même si c'est vrai que bon, on peut penser que c'est un terme qui est rentré dans la langue française, si je puis dire, parce que j'ai vu que ça avait suscité des idées chez d'autres unions commerciales qui s'appellent désormais également les vitrines. Mais l'histoire retiendra que nous étions, mes chers collègues, les premiers, comme pour le PR, les premiers à en parler. Mais après, tout le monde est d'accord. Vous savez, c'est généralement souvent comme ça que ça se passe. Il faut croire que l'idée était bonne de ces vitrines de Gravelines. Comme elles étaient également très bonnes, ces idées d'action sociale dans le domaine de la santé, n'est-ce pas, Madame Bleuet, puisque nous approfondissons le dispositif. J'ai pu le dire à nos jeunes saisonniers. Je leur ai dit, vous avez tous des copains, copines qui habitent la grande région Hauts-de-France et qui ont envie de faire médecine.
n'est-ce pas, monsieur Defruy, et pour lesquels nous pourrions attribuer une bourse pour qu'ils s'installent ensuite à Gravelines. Madame Bleuet, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, je commencerai par la création des dispositifs d'aide à l'installation et au maintien des médecins généralistes et spécialistes. Donc, ces dispositifs sont au nombre de 3. Je rappelle avant tout l'engagement de la ville de Gravelines en faveur de la politique santé qui est mis en place depuis 2013 afin de lutter contre la désertification médicale. Je reviendrai sur l'arrêté pris le 26 avril 2022 par le directeur général de l'ARS Hauts-de-France qui a placé la commune de Gravelines en zone d'intervention prioritaire, qui nous rend ainsi éligibles aux aides à l'installation et au maintien des médecins généralistes. En date du 29 juin 2022, nous avons adopté une délibération cadre par laquelle a été décidé de faire de la santé une politique prioritaire, et nous avons ainsi défini un plan d'action visant à renforcer l'attractivité médicale de Gravelines. Le 16 décembre 2022, nous avons voté la mise en œuvre depuis le 1er mars 2023 d'un dispositif d'aide tant sur l'aide à l'installation que sur l'aide au maintien des médecins généralistes et spécialistes. Et aujourd'hui, il convient de faire évoluer et de préciser les conditions d'attribution de ce dispositif. La présente délibération abroge celle du 16 décembre 2022, faisant ainsi évoluer les conditions d'attribution de ce dispositif. Donc en premier, le dispositif d'aide à l'installation. Donc c'est une prime d'installation pour les médecins généralistes s'installant sur notre commune. Donc, elle s'adresse aux nouveaux médecins généralistes s'installant en exercice libéral. Elle permet d'être utilisée pour faciliter l'acquisition d'équipements et de matériel médical pour les médecins généralistes en primo-installation ou en nouvelle installation. Donc, c'est aux mêmes conditions qui étaient précisées lors du conseil municipal du 16 décembre. C'est une aide qui s'élève à 50 000 €, avec un engagement d'exercice professionnel sur la commune pour une durée minimale de 5 ans. Et afin de pouvoir bénéficier du dispositif de cette prime d'installation, le professionnel devra respecter les conditions suivantes, donc être titulaire du DE de docteur en médecine assorti du DES de médecine générale, être inscrit auprès du Conseil de l'ordre des médecins. Et nous rajoutons ainsi être conventionné avec la CEPAM en secteur 1 et exercer son activité sur la commune pour une durée minimale de 5 ans. Concernant le dispositif tremplin, qui est destiné à offrir des conditions locatives attractives et à favoriser l'installation de nouveaux médecins sur la commune, ce dispositif s'adresse aux nouveaux médecins généralistes et spécialistes s'installant sur le territoire de la commune en exercice libéral. Donc, aux mêmes conditions que précédemment, auxquelles nous avons toutefois rajouté qu'il faut être conventionné avec la CEPAM en secteur 1 pour les médecins généralistes et en secteur 1 ou 2 et en secteur 1 ou secteur 2 avec Optam pour les médecins spécialistes. Alors, Optam, ça signifie option pratique tarifaire maîtrisée. Ça ne peut pas être, c'est limité au double du tarif du secteur 1 au niveau du dépassement d'honoraires. Et dans ce cadre, les professionnels de santé s'engagent justement à limiter les dépassements d'honoraires. Effectivement, si un médecin se déconventionne en secteur 3 et se met en secteur 3, les remboursements s'élèvent à 0,61 centimes pour un médecin généraliste et 1,20 € pour un médecin spécialiste. Donc nous avons souhaité mettre un cadre autour des installations puisque nous donnons des aides qui sont avec de l'argent public. Donc le dispositif d'aide au maintien, c'est la prime d'exercice forfaitaire à hauteur de 200 € mensuels qui s'adresse aux médecins généralistes et spécialistes libéraux exerçant au sein d'un cabinet médical sur la commune, donc aux mêmes conditions que précédemment, et également il faut être conventionné avec la CEPAM en secteur 1 pour les médecins généralistes et en secteur 2 ou en secteur 1 avec Optam pour les médecins spécialistes. Chaque dispositif donne lieu à la conclusion d'une convention entre la ville, le professionnel de santé et l'agence régionale de santé.
Donc des conventions préciseront les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées et notamment l'engagement d'exercice effectif sur la commune de Gravelines selon les termes qui ont été repris précédemment. Voilà, donc ça c'était pour la délibération sur les dispositifs d'aide à l'installation et au maintien des médecins généralistes et spécialistes. Et ensuite nous avions en deuxième délibération la création du dispositif bourse d'engagement pour les étudiants en médecine, pour lequel nous avons aussi fait des modifications. Et donc il est donc proposé au Conseil d'ouvrir cette bourse d'engagement aux étudiants gravelinois inscrits en faculté de médecine générale et aux étudiants non gravelinois rattachés à l'une des facultés de médecine de la région des Hauts-de-France du premier semestre de la deuxième année jusqu'à la fin du deuxième semestre de la 5e année d'études. Donc c'est sur les facultés de médecine de Henri Warrensbourg de Lille, faculté de médecine et maïeutique de l'Université catholique de Lille, ainsi que la faculté de médecine d'Amiens. Nous en avons fixé le montant à 600 € par mois en contrepartie d'une durée de 5 ans d'exercice sur la commune. Et là, il faudra également être conventionné avec la CEPAM en secteur 1 pour les médecins généralistes et en secteur 1 ou 2 avec option Optam pour les médecins spécialistes. Alors, ils devront exercer leur activité libérale sur la commune à raison de 10 demi-journées par semaine à minima pour une durée minimum de 5 ans. Tous ces dispositifs sont bien évidemment assortis de la même convention qui sera transmise à l'Agence régionale de santé et au préfet de département territorial compétent. Voilà, monsieur le maire. Bravo pour ce travail, hein. C'est beaucoup de recherches, beaucoup de contacts, c'est complexe, voilà, donc c'est beaucoup de juridique, hein. Je salue aussi les services, hein, notamment notre DGS qui s'est vraiment passionné par ce sujet de la santé avec vous, cher José Bleuet. Donc, la communauté urbaine, on a délibéré hier sur des délibérations aussi sur ce sujet-là. Donc, il donne aussi des aides aux étudiants en première année. Donc, parce que vous avez vu que nous, c'est à partir de la 2e année qu'il faut réussir ce fameux concours. Mais la communauté urbaine donne des aides pour la première année, donc tant mieux. Finalement, ça complétera notre dispositif. Il faut s'en féliciter. Donc, il faut faire la publicité, il faut en parler, parce que je m'aperçois finalement que parfois on vote les choses ici et malgré la communication qu'on fait, malgré la presse que je remercie, etc., les médias, Delta, La Voix du Nord, Le Phare, malgré tout ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on relaye l'information. J'en ai parlé l'autre jour aux saisonniers, hein, à Sportica. Je pense qu'il faut relayer l'information, faut les motiver, les bons élèves qui sont en capacité de faire médecine. Il faut essayer de les inciter. Ils ont des aides pour la première année, ils ont des aides à partir de la 2e année. Ben, voilà, on les aidera à l'installation. Enfin, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Donc, je crois que ça devrait porter ses fruits. En tout cas, c'est ce que c'est le vœu que je formule. Et puis on me dit aussi qu'au béguinage, ça se passe très bien. Là, ce qui a été fait au niveau du béguinage, on est retour aussi tout à fait positif. Et puis bon, on a un projet. Je l'espère que s'il se concrétise, il devrait aussi apporter une plus-value, portée cette fois-ci par un privé. Mais bon, peu importe, du moment que avec tout ce qui va se passer ici, il faut vraiment qu'on ait une offre médicale la plus large possible. Et donc on va continuer de travailler sur ce sujet important. Merci Mme Bleuet. Donc les affaires budgétaires et financières, M. Veillard, vous avez 2 délibérations, dont notamment la décision modificative intéressante. Merci. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, cette décision modificative numéro 1 au BP 2023 est proposée en suréquilibre sur les 2 sections, soit plus 3 461 € en fonctionnement et plus 86 667 € en investissement. S'agissant de la section d'investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 527 845 €, qui comprennent des écritures de régularisation de TVA à hauteur de 492 853 € hors taxe pour des dépenses réalisées depuis le 1er août 2022 dans le bâtiment Sportica et des dépenses nouvelles pour 34 992 €
dont 18 000 € pour l'acquisition d'une licence 4 et 16 992 € pour l'acquisition d'un véhicule sinistré. Les recettes réelles, quant à elles, s'élèvent à 614 512 € et reprennent les écritures de TVA à hauteur de 591 424 € pour le bâtiment Sportica et des recettes nouvelles pour 23 088 €, dont 6 096 € de subvention de la Fondation du patrimoine pour les travaux du phare et 16 992 € de remboursement d'assurance pour un véhicule sinistré. Les dépenses et recettes d'ordre d'investissement s'équilibrent à 27 117 €. S'agissant de la section de fonctionnement, les dépenses réelles s'établissent à 248 217 €. Dans le détail, 34 132 € au chapitre 11, charges à caractère général, dont 17 332 € pour une AMO éventuelle sur une étude et l'accompagnement pour la création d'un centre de santé, et 16 800 € pour des frais de nettoyage des espaces occupés par les migrants. Au chapitre 12, charges de personnel, plus 208 585 €, dont 42 883 € pour les saisonniers, 82 282 € pour les saisonniers afin de faire les centres aérés du mois d'août, 81 103 € pour le passage à l'indice majoré 361 du personnel communal, donc c'est la revalorisation du SMIC du 1er mai 2023, et 2 367 € aussi pour l'augmentation du SMIC. 5 500 € au chapitre 77 de charges exceptionnelles pour les médaillés du travail du secteur privé. Concernant les recettes réelles, elles s'établissent à 251 678 €, soit 4 920 € au chapitre 13, atténuation de charges, 25 715 € au chapitre 70, dont 25 000 € pour les recettes du mois d'août du centre de loisirs, 69 262 € au chapitre 73, impôts et taxes, suite à la notification par le SGC du montant de la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 2023, 136 726 € au chapitre 75, autres produits de gestion courante, dont 129 726 € dans le cadre du fonds migrant demandé au gouvernement britannique via la CUD, 7 000 € de remboursement des frais d'affranchissement auprès du CCAS, 15 055 € au chapitre 77, produits exceptionnels. Les dépenses et recettes d'ordre de fonctionnement s'équilibrent à 7 289 €. La Commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Il vous est donc demandé de voter cette DM. Concernant la deuxième délibération, c'est une délibération qui ira très vite, puisque nous avions déjà voté et approuvé le compte de gestion qui faisait ressortir une égalité parfaite entre le compte administratif et le compte de gestion le 14 avril dernier. Néanmoins, le service de gestion comptable devait encore vérifier la situation des valeurs inactives sans incidence sur les résultats du compte. Aussi, il est proposé de confirmer le vote du compte de gestion aujourd'hui dans sa version définitive, après vérification de la situation des valeurs inactives par le service de gestion comptable. La Commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, M. Veiller, pour cette excellente présentation. Je pense que nous arrivons au terme de notre ordre du jour. Je pense qu'on a été raisonnable dans l'utilisation du temps, 1h30, voilà, avec ces belles journées qui nous attendent, ces belles journées ensoleillées. On a envie aussi d'être en plein air. Donc moi, je ne résiste pas à ouvrir la box, regarder un peu ce qui est dedans. Donc je le présente à la population pour inviter toutes celles et ceux. Non, je ne vais quand même pas le mettre, mon cher Cédric. Je sais bien que le ridicule ne tue pas, mais l'utilisation de l'image, il faut être vigilant. Voilà. Donc, je vous fais passer. Je voudrais quand même que Léana puisse en prendre connaissance. Voilà. Bien. Vous plaisantez un petit peu. Donc, remercier aussi Atouville. Je vois Hervé Bleuet, donc je pense à Atouville, parce qu'on s'est vu aussi à la fête de la musique.
On a salué les commerçants, mais je tiens aussi à saluer Atouville qui a fait cette fête de la musique. Il y a eu beaucoup de monde aussi, hein, donc au HUT pour cette fête. Il y a beaucoup d'initiatives. Hein, c'est le message que j'essaie de délivrer, c'est que tout ne doit pas être fait par la ville. Mais toutes les initiatives sont intéressantes et elles amènent un plus à notre ville. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et surtout bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent.